les feux seront braqués sur le Québec, la seule province majoritairement francophone de la Fédération canadienne. Avec ses 78 circonscriptions représentant près du quart des 338 sièges à la Chambre des communes et sa population de 8,5 millions d'habitants, le Québec constitue l'un des principaux champs de bataille au pays. Alors, on dit souvent que le choix du gouvernement est déterminé en Ontario, puisque c'est là qu'il y a le plus de circonscriptions, et que le fait qu'il soit minoritaire ou majoritaire est décidé au Québec, puisque c'est la deuxième province avec le plus grand nombre de circonscriptions. Au moment de la dissolution du Parlement, le Québec comptait 35 députés libéraux aux communes, 32 députés bloquistes, 10 conservateurs et un seul néo-démocrate. La carte électorale était essentiellement divisée en 3 régions. La zone montréalaise, qui est très libérale, la zone des banlieues, qui était très bloquiste, et ensuite, dans la zone rurale, il y en a plusieurs, parce qu'il y a toute la région conservatrice, celle de Québec, Chaudière-Appalaches, la Beauce, là, cette région-là qui est très conservatrice, alors que le Bloc a fait élire des députés un peu partout. L'avantage pour M. Trudeau, c'est d'avoir réussi à faire élire quelques députés à Québec, des députés en Mauricie, donc le Parti libéral a sorti de la ville. En 2019, les libéraux avaient récolté 34 des intentions de vote, les bloquistes 32 les conservateurs 16 suivis du NPD avec 11 Pour cette élection-ci, on s'attend encore une fois à un affrontement entre libéraux et bloquistes. Alors, à mon avis, c'est une lutte où les libéraux vont essayer de garder leurs acquis, puis le Bloc va essayer d'étendre davantage ses appuis, donc le nombre de circonscriptions. Et cette lutte à deux-là fait que les deux autres partis sont un peu relayés à l'arrière-plan. En général, c'est les libéraux et le Bloc. C'est quand même les deux partis qui ont le plus de sièges. Et c'était la lutte entre les deux partis était quand même serrée dans un certain nombre de circonscriptions la dernière fois. Le NPD, il leur reste seulement un député. Je pense qu'on ne s'attend pas à des gains importants du NPD au Québec lors des prochaines élections fédérales. Quant au Parti conservateur, c'est un parti qui est fort dans la région de Québec, mais qui essaie de gagner des appuis en région. Et donc, dans certains comtés, les conservateurs vont être un facteur. Mais en général, à la grandeur de la province, je dirais que c'est surtout les libéraux et le Bloc. Madame Tremblay, un plaisir de vous rencontrer. Mais une des questions en suspens en ce début de campagne électorale porte sur le Bloc québécois. Qu'en est-il du nouvel élan insufflé au Bloc en 2019 avec l'arrivée récente de son nouveau chef, Yves-François Blanchet, un leader charismatique et bon tribun? Bonjour, monsieur. Bonjour. Le Bloc québécois, s'il parvient à faire une campagne électorale qui n'est pas sur l'économie ou les finances publiques, vont bien s'en sortir. C'est-à-dire que chaque fois qu'on regarde l'historique du Bloc québécois depuis 1993, les meilleures performances du Bloc, ça a été lors d'élections où on parlait beaucoup des valeurs québécoises et non pas d'économie, non pas de finances publiques. En 93, on était dans l'après-Lac-Meach, évidemment, donc on avait tout le ressac de l'échec de l'accord du Lac-Meach. Puis ensuite, le Bloc québécois a eu plus de difficultés au tournant des années 2000, en 97, en 2000. Puis en 2004, ce qui a redonné vie au Bloc, ça a été le scandale des commandites. L'idée que le gouvernement fédéral voulait acheter le vote des Québécois avec toutes sortes de méthodes, bien, ça a redonné vie au Bloc québécois. 2004, 2006, ça a bien été. Puis ensuite, il y a eu une accalmie parce qu'on était moins dans les valeurs québécoises. Puis après ça, vous avez François Blanchet qui est arrivé, qui a surfé un peu sur la vague nationaliste de François Legault autour de la loi 21, entre autres. Et là, ça a redonné vie au Bloc québécois en 2019. Alors, de quoi va être fait la campagne cette fois-ci? Est-ce qu'on sera dans la culture, l'encadrement des géants du web? Est-ce qu'on sera dans les suites de la loi sur la laïcité? Est-ce qu'on sera dans la langue française? Si on est dans ces enjeux-là, ce sera bon pour le Bloc québécois. Good morning, and thank you all for joining me here today. Mais attention, les conservateurs, avec leur nouveau leader, Erin O'Toole, pourraient venir brouiller les cartes au Québec. Au départ, c'est une lutte à deux. La question, c'est jusqu'à quel point que les conservateurs vont monter pour faire descendre le vote du Bloc. Et ça, là, c'est un élément majeur parce qu'aux dernières élections, le Parti conservateur a obtenu 16 % des voix. Ils sont en bas de la zone payante.
Ils ont fait élire 10 députés. Ça fait 4 élections consécutives qui ont une moyenne de 10 députés, ou à peu près, là, jusqu'à 12, ils ont baissé à 5, mais grosso modo, autour de 10 députés. Mais s'ils parviennent à obtenir le 20 d'intention de vote, les conservateurs arrivent dans une zone payante. Et là, on va se retrouver avec plein de luttes à 3 au Québec. Quant aux circonscriptions à surveiller, elles sont nombreuses. Les yeux se tournent entre autres vers Laurier-Sainte-Marie sur l'île de Montréal, théâtre d'un match revanche entre le ministre du Patrimoine et écologiste bien connu Stephen Guilbeault et l'épidémiologiste Nima Machouf pour le NPD. Cette dernière ayant beaucoup gagné en notoriété pendant les longs mois de pandémie. Désolée, mais vous allez me voir pendant 5 semaines. Bien, comme dans plusieurs autres circonscriptions détenues actuellement par les libéraux, surtout un ministre libéral, ça va être un genre de plébiscite sur la gestion de la pandémie, à mon avis. Alors, est-ce qu'on a été satisfait du travail du ministre? Est-ce qu'on voudrait encore avoir un ministre qui représente notre circonscription? Et ça pourrait avantager Stephen Guilbeault si la réponse est positive. Ce qui va aussi avantager Stephen Guilbeault, c'est qu'il n'est pas ministre de l'Environnement. Alors, on le pressentait comme devant devenir ministre de l'Environnement, où le gouvernement libéral n'a pas tellement bien fait sur ce dossier-là. Alors, M. Guilbeault peut très bien dire, je ne suis pas dans ce portefeuille-là, mais je suis la conscience autour de la table du cabinet et donc, par ma présence seulement, j'amène le Parti libéral à penser ou à réfléchir à certains dossiers. Alors ça pourrait aussi jouer en sa faveur. Parmi les autres régions d'intérêt, celle qui ceinture la métropole, où on prévoit de chaudes luttes entre libéraux et bloquistes. Bien, la couronne de Montréal va être particulièrement intéressante. Donc, ce qu'on appelle les banlieues, là, donc autant au nord qu'au sud de Montréal, il y a beaucoup de circonscriptions dans la couronne de Montréal où ça s'est terminé là, par moins de 10 d'écart lors des dernières élections. Les circonscriptions de Longueuil, par exemple, Longueuil-Saint-Hubert, vous avez aussi Montarville sur la rive sud, qui est Saint-Bruno, Sainte-Thérèse de Blainville sur la rive nord. Bref, vous en avez beaucoup de ces circonscriptions-là là, dans la couronne de Montréal qui sont chaudement disputées entre les libéraux, le Bloc québécois. Et ça va être à surveiller. Si le Bloc québécois garde son emprise sur les banlieues de Montréal et de Québec, parce que lors des dernières élections, en 2019, le Bloc québécois avait remporté 15 des 23 circonscriptions des banlieues dans la province du Québec. Ben, si vous avez un Bloc québécois très compétitif. Si les libéraux reprennent du terrain comme en 2015 dans les banlieues de Montréal, ben là, vous avez une chance pour Justin Trudeau d'accéder à la majorité. Donc, les banlieues vont être déterminantes lors de ces élections-ci, puis la grande région de Montréal en particulier. Rivière-des-Îles, autour de Laval. Donc, c'est quand même le Bloc l'a emporté par seulement 4 points en 2019. Donc là, c'est le genre de comté, si les libéraux veulent faire des liens au Québec, c'est le genre de comté où les libéraux, qui ont terminé en 2e place la dernière fois, pourraient changer la donne. Dans la région de Québec, terreau fertile pour les courants plus à droite et nationalistes, les troupes conservatrices d'Erin O'Toole ont plus de chance. Le député bien connu Gérard Deltel dans Louis-Saint-Laurent part favori, mais plus au nord, le lieutenant Richard Martel dans Chicoutimi-le-Fjord pourrait voir son siège âprement disputé. C'est Richard Martel qui avait remporté cette circonscription-là, pas par une très grande majorité, qui avait été recruté par Andrew Scheer comme candidat vedette. Et donc, ça démontrait tous les efforts que les conservateurs avaient faits pour essayer de gagner des appuis supplémentaires au Québec. Et à cette élection-ci, on va voir si ça va payer encore. Alors, les efforts qui ont été faits il y a 2 ans, donc à long terme, est-ce que les conservateurs sont capables de construire sur ça? Évidemment, cette circonscription-là a déjà été appartenue aux libéraux, aux bloquistes. Les bloquistes pourraient chauffer les conservateurs, ce ne serait pas impossible. C'est quand même une vedette locale, Richard Martel. Il y a une emprise. Moi, je pense que l'influence peut aller jusqu'à Jonquière, le comté d'à côté, qui est un comté que le Parti conservateur pourrait aussi gagner. Il y a des leaders au Québec qui ont fait leur chemin. Alain Reyes, qui a fait son chemin. Il y a aussi Gérard Deltel à Québec. Toujours dans la région de la vieille capitale, la tâche s'annonce plus ardue pour les libéraux. Plusieurs se demandent quel sort sera réservé à Joël Lightbound dans Louis Hébert et même au ministre Jean-Yves Duclos, député de Québec. À Québec, évidemment, le ministre Duclos, qui survit, c'est un peu le Gaulois entouré de Romain, le conservateur, le Gaulois libéral. Et est-ce que lui va réussir encore là à survivre? Parce que la région de Québec est en général
pas une terre trop fertile pour les libéraux. Bon, moi, je pense que ça va être très difficile. Il a gagné par, je pense, c'est 215 voix la dernière fois. Là. Ça va être extrêmement difficile. Et c'est pas facile de se faire élire à Québec. Oui, c'est plutôt conservateur, mais ils ont quand même fait élire des députés de Québec solidaire au niveau provincial, 2 députés libéraux aux dernières élections. Fait que ça dépend souvent beaucoup du candidat et surtout des adversaires. Vous savez, un candidat, là, c'est entre 3 et 5 d'impact dans une circonscription. C'est peu et beaucoup. Ça fait la différence entre gagner ou perdre un comté. Merci. Maintenant, on passe la parole à notre lieutenant Québec. Merci. L'autre point d'interrogation dans cette élection porte sur l'avenir du NPD au Québec et de son seul et unique représentant, Alexandre Boulris. Le député de Rosemont-la-Petite-Patrie avait facilement remporté son siège en 2019 avec 42 des voix et une majorité de plus de 10 000 votes. Ce sera difficile pour le NPD. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'Alexandre Boulris sera encore le dernier des Mohicans ou est-ce qu'au contraire, même son siège est en danger? C'est une possibilité. Est-ce qu'il va réussir à survivre? Il est fort quand même parce qu'il a un soutien de la population. Il est bien connu. Au-delà de son allégeance politique, il a l'appui des syndicats, de groupes communautaires. Mais ça va être intéressant de voir s'il peut continuer à rester en poste. Fermeture des frontières, création de la prestation canadienne d'urgence, approvisionnement en vaccins. Jusqu'à quel point la gestion de la pandémie par le gouvernement Trudeau et la relance économique post-COVID occuperont une place importante au Québec, dont le taux de chômage est l'un des plus bas de toutes les provinces canadiennes. Tout ce qui est passé avant n'a pas d'importance. Contrairement à ce que les gens pensent, là, l'électeur vote toujours pour ce que le politicien va lui donner, pas ce qu'il a fait. Oui, ça crée un climat, ça crée un préjugé, tout ça. Fait que la gestion de la pandémie, là, elle va être derrière les Canadiens au moment de la campagne, mais elle devrait être derrière. Ce qui veut dire que pour moi, l'enjeu principal, c'est un enjeu qui est économique. Et c'est là la difficulté pour M. Trudeau actuellement, parce que quelqu'un qui vote pour l'économie, normalement, vote naturellement pour le Parti libéral. Il a perdu son ministre des Finances. Il n'y a pas de grosse pointure économique. Et ça, c'est un enjeu majeur pour Justin Trudeau parce que ça risque d'être l'enjeu de la campagne. Et normalement, c'est le territoire de marque du Parti libéral. S'il n'occupe pas ce terrain-là, le terrain va bouger un peu sur la gestion du déficit et sur le fait qu'on a accumulé des déficits historiques. Et là, si ça bouge sur le terrain du déficit, là, ce sont les conservateurs qui vont marquer des points. Parmi les autres enjeux plus identitaires et nationalistes, la fameuse loi 21 sur la laïcité de l'État du gouvernement Legault. Un dossier sur lequel Justin Trudeau pourrait trébucher. Ma perspective personnelle, les gens savent très bien que je ne suis pas d'accord avec la loi 21, mais nous allons laisser les Québécois eux-mêmes amener cette loi-là en cours. Mais ça ne me surprendrait pas que dans les semaines et les mois à venir, il y ait des réflexions à avoir sur le but et l'importance de la loi 21. Mais jusqu'à présent, les libéraux ont été assez habiles en disant, bien, vous savez, c'est un dossier de juridiction provinciale, puis en ce moment, c'est devant les tribunaux, donc on ne s'impliquera pas pour outre mesure. Mais ceci étant dit, c'est pas impossible que les adversaires poussent un peu les libéraux à se prononcer davantage, et ça peut arriver avec des candidats. On le verra. Et on a vu que c'est revenu à la surface au niveau fédéral après l'attentat de London en Ontario. Donc, je pense que c'est important de mentionner ça, que si la question de la loi 21 à cause peut-être de décisions des tribunaux, par exemple, ça revenait à l'avant-scène durant la campagne fédérale, ça pourrait nuire aux libéraux. Je suis ému d'être ici pour déposer ce projet de loi sur notre langue. On le sait, depuis des siècles, la défense du français, c'est essentiel pour la survie puis le développement de notre nation. Le projet de loi 96 proposant de modifier unilatéralement la Constitution pour y reconnaître que le Québec forme une nation dont la langue officielle est le français pourrait aussi être au cœur des enjeux de campagne. Ceux qui sont contre, notamment au Canada anglais, ça peut avoir une portée un peu plus forte là, sur leur vote. Et oui, ça va être un enjeu parce que la CAQ va essayer de le ramener, cet enjeu-là. Mais comme je dis, pour moi, et si l'élection porte cet enjeu-là, c'est le Bloc qui a un avantage. Tout à l'heure, je parlais de l'économie qui est un avantage libéral, le déficit de gestion gouvernementale est un avantage conservateur. Mais si on va sur les débats culturels, de langue ou autres, là, le Bloc est sur son territoire de marque. Bonjour tout le monde. Autre sujet de spéculation, à qui profitera la popularité du premier ministre François Legault? Vers qui se tourneront les électeurs de la CAQ
Une coalition arc-en-ciel dont l'électorat est très fluide. Donc, je suis très content de voir. Dans l'ensemble, les électeurs de la CAQ sont pas fidèles sur la scène fédérale, donc c'est très volatile comme vote, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Puis on n'est pas non plus effrayé des contradictions, donc on voterait pour un parti souverainiste au fédéral, mais fédéraliste au provincial. Ça n'a pas vraiment dérangé les Québécois par le passé, donc je pense pas que ça soit le cas encore. C'est intéressant parce que quand on regarde les électeurs de la CAQ, c'est une véritable coalition. C'est-à-dire que quand on décortique pour qui un électeur de François Legault vote au fédéral, c'est particulièrement bien réparti. C'est le Parti libéral qui a le plus de supporters de la CAQ actuellement. Autour d'un électeur de la CAQ sur 3 voterait pour Justin Trudeau s'il y avait des élections maintenant. Suivi du Bloc québécois, à peu près 1 sur 4, puis ça descend au Parti conservateur, néo-démocrate ensuite. Donc, c'est vraiment très éclaté. Les gens qui pensent que parce que on vote CAQ au provincial, on vote pour le Bloc québécois au fédéral, c'est pas du tout une équation qui se retrouve dans les sondages lorsqu'on les décortique en fonction des allégeances de chacun. Donc, ça dépend des enjeux, ça dépend des régions. Un électeur de la CAQ est effectivement pas associé à un parti en particulier au fédéral. C'est pourquoi, d'ailleurs, François Legault risque d'être assez neutre dans cette campagne électorale-ci, encore plus qu'il l'a été, je pense, lors de la précédente, où on sentait son animosité avec Justin Trudeau, par exemple, sur la loi 21, sur la laïcité. Hein, on s'était accroché pas mal, ce qui avait aidé Yves-François Blanchet. Mais là, on sent pas à Québec là qu'on a le goût de partir en guerre contre Justin Trudeau. On a eu des bonnes relations avec lui lors du printemps. À mon tour de te saluer, Justin. Et justement, quel sera l'impact de cette visible harmonie retrouvée entre messieurs Trudeau et Legault, comme par exemple au moment d'annoncer au début du mois d'août un transfert fédéral de 6 milliards de dollars sans condition au Québec pour améliorer ses services de garde? C'est pourquoi on s'inspire du Québec pour établir un système de services de garde d'enfants abordable et de qualité à l'échelle du pays. Et aujourd'hui, on annonce des investissements pour aider le Québec à améliorer son système déjà en place. Et donc, je suis très content. Puis je veux te dire merci. Tu parlais, Justin, d'une entente asymétrique. C'est une entente qui respecte les compétences du Québec, qui vient reconfirmer que les services de garde, les services éducatifs, ça relève exclusivement du gouvernement du Québec. Je pense que c'est une belle victoire pour les familles québécoises. Cette bonne entente entre les deux hommes profitera-t-elle à Justin Trudeau? Maintenant, la question des relations de Justin Trudeau puis M. Legault, il y a la question financière. Alors, on sait que le gouvernement fédéral a été très généreux jusqu'à présent durant la pandémie. Et donc, appuyer des projets qui seraient voulus par la CAQ, oui, très certainement, ça pourrait aider M. Trudeau. Puis de façon plus générale, ce qui va aider M. Trudeau, c'est de montrer qu'il est capable de travailler avec n'importe quel premier ministre provincial. On s'est bien entendu entre François Legault et Justin Trudeau depuis quelques mois. Donc, c'est pas certain qu'on va faire une passe sur la palette à Yves-François Blanchet du Bloc comme on l'a fait la dernière fois. Puis, on voulait peut-être aider un peu Renault Tour du côté des caquistes, mais je vous le disais, le printemps assez difficile sur le plan des changements climatiques n'a pas fait l'affaire de Québec. Donc, je pense que François Legault va le moins possible intervenir dans la campagne électorale. Ce qui fait en sorte que ce sera vraiment là, aux partis fédéraux de courtiser les Québécois sans attendre une aide importante de la part de François Legault d'un côté ou de l'autre. Et qu'en sera-t-il des jeunes? Sortiront-ils voter? Alors qu'ils représentaient 23 % de l'électorat québécois en 2019, un peu plus de la moitié des 18 à 34 ans s'étaient rendus aux urnes. Quand on regarde les sondages récemment au Québec, on voit que grosso modo, là, les jeunes, oui, il y en a encore chez Justin Trudeau, il y en a pas mal au NPD aussi. L'électorat jeune aime bien le NPD, il y en a un peu au Parti vert, encore que le Parti vert n'est pas très bien enraciné au Québec. Mais il y aurait là un potentiel de croissance si jamais les Verts voulaient l'exploiter. Mais est-ce qu'ils vont voter? C'est toujours ça la question. On ne sait pas tant pour qui voteraient-ils, mais vont-ils aller voter? Je vous le disais, libéraux, néo-démocrates sont pas mal coude à coude dans les sondages chez les jeunes au Québec. Mais on vote dans une proportion généralement beaucoup plus faible et donc pas suffisante pour faire pencher la balance. Si les jeunes vont voter massivement, alors ça pourrait faire une différence. Par contre, il y a un élément majeur dans une campagne électorale. Moi, je me rappelle 2011 et à chaque élection, je regarde la tendance des jeunes parce que même s'ils ne vont pas voter, ils propulsent une énergie dans une campagne électorale. Quand Jack Layton a grimpé
Et c'était la même chose en 2015 avec Justin Trudeau. Ce sont d'abord les jeunes qui se sont tournés vers Jack Layton ou en 2015 pour Justin Trudeau. Ils ont créé un effet domino dans le reste de l'électorat parce que si les jeunes l'appuient, il doit être quelqu'un de jeune, quelqu'un d'intéressant et tout ça. Et ça a une dynamique. Et là, les personnes plus âgées commencent à changer de vote parce que leur enfant leur dit « Voyons donc, tu ne voteras pas pour un tel, appuie un tel. » Et ça crée véritablement le mouvement. Mais que ce soit pour gagner le vote des jeunes ou celui de l'électorat en général, chaque chef a son lot de défis au Québec. Pour Justin Trudeau, c'est son équipe économique. Il doit rebâtir l'équipe économique. Il doit prouver aux Canadiens qu'il est le meilleur pour relancer l'économie. C'est son seul et unique défi. Et pour moi, voter libéral, ça veut dire que tu améliores ton portefeuille et tu as plus de flexibilité financière. Et c'est ce qu'il incarne. Quand on arrive à Erin O'Toole, la vraie question, d'un point de vue québécois, c'est peut-il former le gouvernement? Quelque part dans la campagne, les électeurs vont se dire, s'il y a une possibilité de gagner le gouvernement, est-ce que j'en fais partie ou pas, ce gouvernement-là? Parce que les Québécois ont toujours un peu été exclus des gouvernements conservateurs. À chaque fois que c'est un chef non québécois qui est élu, au Québec, il y a toujours eu de la difficulté. Il faut remonter en 1958 pour qu'un chef conservateur non québécois gagne une majorité au Québec, c'est John Diefenbaker. Mis à part Brian Mulroney, qui est un Québécois, les autres qui viennent de l'extérieur. Bon, pour Erin O'Toole, il y a un peu d'ambiguïté. Il est né à Montréal, mais il a vécu toute sa vie à Toronto. Mais c'est quand même un effort de démontrer. Mais s'il démontre qu'il peut gagner, vous allez voir des candidats d'envergure puis des gens commencer à l'appuyer. Et donc, c'est de démontrer qu'il peut gagner qui est son défi. Et François Blanchet, c'est se coller à la CAQ. C'est la CAQ, lui, son travail, c'est d'être le représentant à la CAQ. Il faut qu'il soit en symbiose avec le discours caquiste, qui est la réalité de la majorité des Québécois aujourd'hui. Il a réussi en 2019 à l'incarner. Va-t-il réussir une deuxième fois? Ben là, c'est à lui. Pour M. Singh, c'est surtout de se distinguer de M. Trudeau parce que la plateforme néo-démocrate puis la plateforme libérale, il y a de moins en moins d'écart entre les deux. Des défis qui s'annoncent cruciaux puisqu'au moins un chef joue son avenir politique dans cette élection. Merci beaucoup. Thank you. Have a great day. C'est certain que du côté du Parti conservateur, on se voit toujours comme un gouvernement en attente, une possibilité de former le gouvernement. Donc, si Erin O'Toole n'y parvient pas, on va regarder quelle performance a-t-il réussi. Est-ce qu'il a augmenté le nombre de députés du Parti conservateur? Si oui, que le parti semble en croissance dans certaines régions importantes comme le Québec et l'Ontario, on va peut-être lui laisser une autre chance. Si le Parti conservateur stagne et n'a pas augmenté ses appuis en Ontario et au Québec, je pense qu'on va peut-être se tourner vers quelqu'un d'autre. Alors, Erin O'Toole, certainement que son siège est en danger. Je pense que Justin Trudeau, c'est probablement sa dernière campagne électorale. Qu'il gagne, qu'il perde, qu'il soit majoritaire ou minoritaire, ça va être sa troisième campagne. Rares sont les premiers ministres qui ont voulu aller chercher un quatrième mandat. Je suis pas certain que lui aurait la volonté de le faire. Donc, même dans une victoire, on va se poser des questions sur l'avenir de Justin Trudeau. Donc ça sera intéressant. Du côté du Bloc québécois, ça va dépendre de la performance, évidemment, mais il n'y a pas tant de gens qui sont prêts à remplacer Yves-François Blanchet. Donc, lui me semble le chef le moins en danger. Et du côté de Jack Meeting, le NPD est toujours une boîte à surprise. On a été très impatient envers Thomas Mulcair, alors qu'il avait fait une bonne performance électorale. On a été très patient avec des chefs qui avaient été très décevants en campagne électorale, des Alexa McDonough de ce monde. Alors, les néo-démocrates, là, c'est toujours un petit peu aléatoire à la suite des campagnes électorales. Même si le Québec constitue l'un des principaux champs de bataille de cette campagne électorale, difficile de prévoir sur la ligne de départ à qui les Québécois feront confiance pour les faire émerger de la pandémie. Comme sondeur, là, on est extrêmement apprécié à travers le Canada. Au Québec, on a toujours un peu plus de travail parce que les électeurs sont cyclotimiques. Quand ils tombent en amour avec quelqu'un, que ce soit Jack Layton, soit Justin Trudeau, que ce soit François Legault, ils tombent en amour sans considération. Et là, on voit des vagues politiques. Les Québécois feront-ils pencher la balance en faveur d'un gouvernement minoritaire ou d'un gouvernement majoritaire au terme de cette élection? Les paris sont ouverts.